prognatisme est caractérisé par une saillie antérieure de la mandibule. Il est toujours associé à un rétrognatisme, c'est-à-dire un recul des maxillaires. Le prognatisme peut avoir pour cause un sous-développement des maxillaires dans la majorité des cas, ou alors une cause génétique, mais dans moins de 2% des cas. Donc on a deux traitements possibles. Le traitement orthodontique qui a pour objectif de décompenser et de réaligner les dents sur l'arcade dentaire, et un traitement chirurgical qui a pour objectif, lui, de repositionner les bases osseuses qui sont modifiées par des dysmorphoses dentofaciales, c'est-à-dire des modifications des axes sagittal, vertical et transversal des deux mâchoires. On peut avoir plusieurs complications si on ne fait pas d'intervention chirurgicale, comme un risque de déchaussement des dents, une anomalie de l'articulation temporomandibulaire, un gène alimentaire et un gène d'élocution, des conséquences sur la respiration buccale et un retentissement esthétique. Au maxillaire, l'intervention s'appelle ostéotomie de l'Euphore 1. On pratique une incision vestibulaire de la muqueuse au-dessus de l'arcade dentaire supérieure, laissant ainsi apparaître la graisse sous-jacente. On décolle ensuite le plan sous-périosté directement au contact de l'os, évitant ainsi les risques d'hémorragie. On peut alors mettre en évidence le nerf sous-orbitaire et le nerf petit accessoire. On disjoint la cloison interptérygomaxillaire postéro-latérale et les ptérygoïdes constitueront alors les attaches postérieures du maxillaire qui devront être conservées à la fin de l'ostéotomie. On procède au décollement de l'épine nasale antérieure. Celui-ci doit se faire dans un plan sous-muqueux afin de conserver la muqueuse nasale, puis on remonte jusqu'au cornet nasal inférieur afin d'individualiser la fosse nasale. On pratique ensuite l'ostéotomie transversale du maxillaire en commençant par la paroi latérale, puis la paroi antérieure du sinus maxillaire pour terminer au niveau du pilier canin. On disjoint les cloisons intersinusonasales latérales, puis la cloison nasale médiane. On peut alors abaisser le plateau palatin. Cette procédure, appelée down fracture, nous permettra donc de mobiliser le maxillaire pour corriger en partie la prognatie. Une fois mise en place, l'os sera fixé par ostéosynthèse. À la mandibule, l'intervention s'appelle ostéotomie d'Epker. On commence par une incision vestibulaire de la branche montante de la mandibule. Puis, on décolle le plan sous-périosté en descendant le long de cette branche. On peut alors mettre en évidence deux insertions musculaires, celle du muscle temporal sur le processus coronoïde de la branche montante et celle du muscle masséter à la partie inférieure de la face latérale de la branche montante. Au niveau du corps de la mandibule entre les deux prémolaires, le décollement met en évidence l'émergence du nerf alvéolaire inférieur. Cet élément pénètre au niveau de l'épine de Spix et chemine dans l'épaisseur de la mandibule. Il doit donc être protégé et récliné avant l'ostéotomie. Une fois le nerf récliné, on procède à une section de la corticale interne de la branche montante de la mandibule jusqu'à l'épine de Spix. Ensuite, on pratique le clivage sagittal de la corticale externe de toute l'épaisseur de la mandibule. Enfin, on sectionne le corps de la mandibule en contournant le trajet du nerf en dessous et en dedans. La branche montante est donc séparée du corps de la mandibule. On peut alors mobiliser cet os dans plusieurs axes de manière à corriger la prognatie. Puis on refixe le corps à la branche par ostéosynthèse à l'aide d'une plaque et de 4 vis. La mandibule constitue la mâchoire inférieure et c'est le seul os mobile de la face. Sur une vue de face, on peut voir le corps ou l'arc mandibulaire. Il est horizontal et incurvé. Il supporte l'arcade alvéolaire inférieure. On peut voir sur ce corps une protubérance mentonnière qui est une saillie antérieure, médiane et triangulaire, et puis un foramen mentonnier qui est un regard des deux prémolaires. Sur une vue de face, on peut voir les branches montantes de la mandibule qui sont des lames osseuses aplaties, quadrangulaires et perpendiculaires au corps. Sur une vue médiale de la branche montante,
on a différents éléments à décrire, comme les processus coronoïdes qui se trouvent en avant et qui donnent insertion au muscle temporal, les processus condylaires qui eux se trouvent en arrière, qui donnent insertion au muscle masséter. Entre ces deux processus, on aura l'incisure mandibulaire. Ces deux processus constituent l'ATM avec l'os du temporal. Sur cette vue médiale de la branche montante, on peut voir également l'épine de Spix, le foramen mandibulaire qui correspond à l'entrée du canal mandibulaire et enfin le sillon du mylohyoïdien. Maintenant, nous allons aborder les risques nerveux de l'ostéotomie d'Epker. L'objectif de cette chirurgie est de pouvoir mobiliser l'arcade dentaire dans son ensemble tout en conservant les éléments vasculo-nerveux. Le nerf alvéolaire inférieur est une branche du 5-3 et est le rameau le plus volumineux. Et il descend entre le fascia interptérygoïdien en dedans et le muscle ptérygoïdien latéral en dehors, entre dans la mandibule au niveau de l'épine de Spix et chemine dans le canal mandibulaire dans l'épaisseur de la branche montante. Enfin, il émerge au niveau du foramen mentonnier entre les deux prémolaires. Après une lésion du nerf alvéolaire inférieur, ce nerf peut récupérer grâce aux anastomoses à distance. Le nerf lingual est une branche du 5-3 et est le deuxième rameau terminal. Le nerf lingual descend entre le muscle ptérygoïdien médial et la branche montante de la mandibule, traverse la glande submandibulaire et chemine au-dessus du sillon mylohyoïdien. Il passe au-dessus de la glande sublinguale pour se terminer sur la portion inférolatérale de la langue et l'innerver jusqu'à sa pointe. La lésion du nerf lingual est irréversible et s'accompagne d'une perte de sensibilité de la langue.